Merci Anne, Claire et Kitsu pour cette présentation de plusieurs des enjeux qui sont présents dans Corps Infini. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, puisque je suis le premier qui parle juste après cette présentation, c'est j'aimerais aborder faire quelques considérations qui, il me semble, peuvent être utiles pour l'ensemble de nos discussions aujourd'hui. Il m'a semblé, dans une réunion préalable avec Anne, Claire, Kitsu et encore d'autres, sur Corps Infini et très clairement dans la présentation qu'on a vue ici, on est dans cette démarche-là très souvent à l'interface entre une production artistique, une création artistique, et une production scientifique ou au moins des outils scientifiques. Et évidemment, il est question de passages interdisciplinaires. Et ces passages interdisciplinaires-là ne se font jamais de façon très triviale. Ils peuvent se faire de façon très rapide parce qu'on a l'habitude d'employer certains outils technologiques. Dans mon domaine, qu'est celui de Anne aussi, pour la musique, depuis plus d'un demi-siècle, on se sert de technologies très précisément développées pour autre chose que la musique, et ça devient des outils musicaux très rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'on puisse faire l'économie, ou qu'on doit faire l'économie, d'une réflexion sur quels sont les enjeux de ces passages-là. Alors, quand je dis passage interdisciplinaire, qu'on va voir apparaître aujourd'hui, à ce que j'ai vu par les résumés tout au long de la journée, de quoi je parle plus précisément? Il s'agit pour moi de considérer un passage, une traduction ou une adaptation d'une manière de faire. C'est pas simplement un contenu, une expression d'une discipline qu'on va employer dans une autre, c'est vraiment une manière de faire. Dans notre cas, ici, ça peut s'appliquer à toutes sortes de disciplines. Dans notre cas, c'est le passage depuis les sciences ou une science vers la création artistique, dans un premier temps. Et puis, la question qui est posée, qu'est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y a un passage aussi de la création artistique, d'une discipline artistique, vers un contenu, une connaissance scientifique. Une première question qui se pose, bien sûr, c'est quel est l'intérêt pour l'art d'aller chercher quelque chose dans la science. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'il y a des tas de réponses possibles, toutes déjà validées par des pratiques artistiques depuis des siècles. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. J'aimerais, à terme, arriver à au moins un début de discussion sur quelle contribution il peut y avoir pour la science, pour les sciences en général, et à quelles conditions. Comment est-ce qu'on peut établir en tant que créateur, qu'artiste ou que chercheur en art, des dialogues avec les sciences, et sciences dites sans aucun qualificatif, donc on sous-entend comme si c'était une véritable science, et quand il faut la qualifier science des arts, c'est une espèce de sous-science, et c'est une distinction qu'il faut essayer de diminuer ou d'éliminer entièrement. Donc, quelle contribution on peut avoir pour les sciences dites dures ou pour les sciences pleinement formalisées, comme la psychologie cognitive, comme la physique, comme la biologie, ainsi de suite. Alors, un point fondamental à garder en tête, qui est très important, c'est qu'il y a bien, dans un passage interdisciplinaire, une adaptation. On ne peut pas faire un passage cru d'une discipline à une autre. Les manières de faire de la science et de l'art diffèrent en des points essentiels et qui sont incontournables, qui sont irréductibles. Très particulièrement, et je pense que c'est sur ça que peuvent porter toutes nos discussions, très particulièrement, le langage utilisé de chaque côté est très différent. Il est structuré de manière différente et il est soumis à des contraintes différentes lorsque ce langage est un langage des sciences traditionnellement dites comme sciences et du côté des arts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de passage, bien sûr, ou qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'un des côtés pour alimenter l'autre, au contraire, mais ça veut dire qu'il faut faire attention à ces passages-là, ces adaptations de manière de faire. Alors, du côté des sciences en général, on a un langage qui est structuré autour, très souvent, d'une formalisation plus ou moins complète. Si on parle des mathématiques, la formalisation du langage est à peu près complète. On ne se sert que d'objets dont les définitions sont
complète en quelque sorte, extrêmement précise. Il n'y a pas de marge pour l'interprétation au sens habituel du terme des définitions. Au contraire, du côté des arts, on veut garder le plus possible un langage qui demeure fertile, un langage qui ne clôt pas dans ses définitions ce dont on est en train de parler. On veut laisser la porte ouverte pour dire quelque chose sur un objet ou sur un geste ou sur un choix qu'on a fait, et par l'imprécision même de ce vocabulaire-là, avoir l'occasion d'en dire plus, d'enrichir encore cette définition. C'est ce genre d'ouverture-là qui, en sciences, en biologie, en physique, en maths, pose énormément de problèmes. On ne veut absolument pas ça. Quand je parle d'une force appliquée à un objet qui va causer une accélération, quand je dis force, ça veut dire une chose très précise. Accélération, c'est la dérivée de la vitesse, hein, pardon, l'intégrale de la vitesse. On veut ça. Pour les arts, pas du tout. Donc cette structuration du vocabulaire-là est très différente d'un côté et de l'autre. Et des deux côtés, il y a tout un historique pour l'histoire des sciences, pour l'histoire des arts, d'une efficacité de cette manière d'organiser le vocabulaire. Donc je ne veux absolument pas faire de différence ou de hiérarchie qualitative entre une manière ou une autre d'organiser le langage. Au contraire, ce sont, en termes d'évolution du langage, des adaptations très très réussies. Puisqu'on a de la production artistique depuis toujours et de la production scientifique à peu près depuis toujours aussi, avec un langage très très adapté, de plus en plus adapté en fait à chacun de ces côtés-là. Et donc, pour les sciences, et pour chacune des sciences, si on voulait le préciser, et pour les arts, pour chacun des arts, si on voulait le préciser, on a des manières de produire de la connaissance qui sont extrêmement développées, bien adaptées à leur emploi. On a des manières de faire sens. Je dis quelque chose comme musicien à un autre musicien, on a un vocabulaire efficace pour produire du sens. Je dis bien efficace, encore une fois, pas forcément précis, mais efficace pour construire ce que je veux construire, produire de la connaissance et faire sens. Donc, s'il y a ces différences-là fondamentales entre des manières de s'exprimer d'un côté et de l'autre d'une frontière disciplinaire que l'on veut rendre perméable, les passages d'une discipline à une autre doivent toujours être construits. Ils n'existent pas à l'avance, ils n'existent pas a priori. Il n'y a pas de lien naturel, disons, entre la danse et l'architecture, entre la musique et les mathématiques, entre la biologie et les images. Disons. Tout ça n'existe pas à l'avance, c'est toujours construit. Et cette construction n'est jamais unique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un lien qui s'établit, ou lorsque j'établis un lien, nous établissons un lien entre musique et mathématiques, entre, que sais-je, danse et astrophysique, cette construction dépend de plusieurs choses extérieures à la science en question. Très souvent extérieures à la discipline artistique en question aussi, mais en tous les cas extérieures à la science en question. Cette construction dépend de notre perception, je veux dire même physiologiquement, dépend de comment on traite les données sensibles qui sont à notre disposition, dépend de décisions esthétiques, dépend de toutes sortes de contraintes matérielles, et une très forte, est-ce que j'ai de la gravité ou pas, voilà, une contrainte matérielle difficile à contourner. On a vu un autre exemple, là, le fait que le public ait été mis en scène sans que ce n'ait été prévu, et voilà, et ça suscite du sens. Voilà, c'est une contrainte matérielle. Et à chaque fois, ou pratiquement à chaque œuvre, on construit quelles sont les contributions et les influences entre les disciplines concernées. Ce qui veut dire qu'on construit de quelle manière un tel passage à travers cette frontière-là fait sens. On pourrait dire que ces considérations-là sont des considérations d'ordre épistémologique, où on est en train de construire une épistémologie de l'interdisciplinarité ou d'une interdisciplinarité particulière. Et quand je dis épistémologie, j'aimerais aussi être précis là-dessus, parce que c'est le point de ma présentation aujourd'hui. Le terme épistémologie est couramment utilisé dans les sciences, beaucoup moins pour les arts. On parle très
peu, ou beaucoup plus rarement, d'épistémologie chorégraphique, d'épistémologie musicale, d'épistémologie plastique, alors qu'on pourrait, puisqu'il y a construction de connaissances dans tous ces domaines-là. J'aimerais reprendre comme définition d'épistémologie celle qui est donnée par Gilles Gaston Granger, épistémologue justement, qui dit que, et il le dit pour la science, et on va adapter ça aux arts, l'épistémologie est d'une part l'étude, l'observation d'une science dans ses pratiques et son évolution effective, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe effectivement dans cette science-là, pas qu'est-ce qui pourrait se passer ou qui aurait pu, mais qu'est-ce qui se passe concrètement, et d'autre part, une analyse philosophique pour lui du sens de la connaissance scientifique. Une analyse de qu'est-ce que ça veut dire que connaître scientifiquement quelque chose. Et on peut adapter ça, bien sûr, à n'importe quelle discipline artistique. Par exemple, la musique, une épistémologie musicale, ce serait d'une part l'analyse, l'observation d'une certaine musique dans ses pratiques, son évolution effective, et d'une autre part, une analyse du sens de la connaissance musicale. Qu'est-ce que ça veut dire que connaître musicalement quelque chose? Et ici, pour l'épistémologie de l'interdisciplinarité, c'est bien ça qui est en jeu. Lorsqu'on fera des passages interdisciplinaires, lorsqu'on fera dialoguer discipline artistique et discipline scientifique, au singulier ou au pluriel de chaque côté, ces deux parties-là d'une épistémologie sont, à mon avis, importantes à considérer. D'abord, voir concrètement, effectivement, quelles sont les évolutions et les pratiques effectives de ce passage interdisciplinaire. De quoi je me sers de chaque côté, sur quel point de chaque discipline s'appuie le pont que je suis en train de construire. De ça va dépendre énormément, bien sûr, quel genre de sens on peut construire dans cette interdisciplinarité. Et d'une autre part, donc, s'interroger sur quel est le sens de la connaissance ainsi construite. Et comme on est à cheval sur deux disciplines, pour l'interdisciplinarité, ce sera le sens pour une discipline et pour une autre. Et idéalement, on pourrait dire, si l'interdisciplinarité est extrêmement efficace, on va dire, construite dans ce sens-là, on peut à terme arriver, peut-être, même si ce n'est pas nécessairement un objectif, arriver à une sorte de discipline hybride. On n'est plus en train de faire que de la musique ou que des mathématiques, on fait quelque chose d'autre qui est entre les deux. Ce n'est pas nécessairement un objectif à chercher. On peut vouloir faire de la danse, de la musique qui n'est pas autre chose que ça. On peut vouloir faire des maths qui n'est pas autre chose que des maths, même en s'étant inspiré de la musique. Mais pourquoi pas aussi laisser ouverte cette porte à l'apparition de disciplines hybrides, ou au moins d'aspects hybrides dans nos disciplines. C'est très souvent ce qui se passe, historiquement ce qui s'est passé avec l'opéra, par exemple, dans le domaine de la musique. On est obligé de réfléchir différemment à des questions musicales à cause de la présence du texte, à cause de la présence de la scène, à cause de la présence des lumières, etc. Pour considérer des questions d'ordre de production de connaissances, on est très rapidement mené à considérer une œuvre d'art comme production de connaissances. Donc si je produis une œuvre d'art, je produis de la connaissance. Pas simplement un objet à être reçu par quelqu'un en tant que tel, mais bien, et même pas seulement un objet qui lui-même va produire de la connaissance chez ceux qui vont y avoir accès, mais que cet objet artistique lui-même, que cette production artistique elle-même est une production de connaissance. Donc pas seulement l'impact de l'œuvre qui produit de la connaissance, mais la production de l'œuvre elle-même est une production de connaissance. Et si on veut considérer ça, je pense que l'on veut considérer ça, moi je veux considérer ça, il faut, dans notre cadre de réflexion, pouvoir supporter, tenir la complexité de l'expérience artistique. C'est une complexité qui est sensorielle, qui est esthétique, qui est intellectuelle, et ainsi de suite, avec toutes les difficultés que ça impose. C'est-à-dire, on a l'habitude de modèles scientifiques qui sont volontairement réducteurs, mais qui sont très efficaces parce qu'ils sont réducteurs, car leur objet d'étude est bien délimité, stable, il est muni de définitions claires. Autrement dit, ou au moins ça, c'est un objet qui est aisément mesurable. Dans le cas de mathématiques, il n'est même pas question de mesure, c'est simplement des définitions, et plus les définitions sont claires, mieux on peut travailler avec ça. Et dans le cas de la physique, par exemple, on a des définitions très précises, on élimine
tout ce qu'on ne veut pas observer, tout ce à quoi on ne va pas faire attention, l'objet est bien réduit et c'est super, ça marche, on arrive à produire des modèles beaucoup plus simples que la réalité complexe et avec lesquels on arrive à faire des prédictions. Donc c'est très bien. Ce sont des modèles réducteurs, mais très efficaces. Et c'est très difficile, évidemment, de proposer des modèles scientifiques au sens habituel qui puissent gérer des objets aussi complexes que le ressenti du public ou l'idée motrice derrière cette pièce, ou l'intuition artistique. Très souvent, d'ailleurs, on pourra avoir de la part d'une communauté scientifique ou de la part du langage scientifique en général, une sorte de rejet de ces expressions-là, en disant non mais le ressenti du public, ça ne veut rien dire. L'idée derrière une pièce, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas travailler scientifiquement avec ça parce que c'est mal défini. Mais c'est pourtant là quelque chose qui fait partie... Ce sont des objets du quotidien de la création. On ne peut pas faire l'économie de ces concepts-là et on ne peut pas les simplifier sans entamer la richesse de l'expérience artistique. Et donc sans entamer la richesse et l'efficacité de ce vocabulaire et de ces pratiques artistiques qui sont là en place de façon évidemment concrètement efficace depuis très longtemps. Il faut donc pouvoir parler précisément de ces objets-là, de ces termes-là, le ressenti du public, l'intuition artistique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de ça ? Ce que je soutiens, ou ce que je propose en quelque sorte, une solution pour cela est de mettre en avant, à chaque fois qu'il est question de décrire quelque chose artistiquement, pour le mettre en dialogue avec une discipline scientifique, ou alors avec une autre discipline quelconque pour laquelle le vocabulaire est autrement structuré ou plus strictement formalisé. Une solution pour cela est de mettre en avant et de travailler sur les opérations qui sont en jeu dans le travail artistique. Quand je dis opération, bien sûr, on entend déjà tout ce dont on parle au CICM depuis 15 ans, ou plus. Les opérations qui sont en jeu dans le travail artistique en dialogue avec les sciences. Et plus précisément, bien définir ces opérations, à mon avis, est ce qui permet de bien établir ce dialogue-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par mettre en avant et travailler les opérations qui sont en jeu ? On a eu des exemples de cela lorsque... D'ailleurs, autant dans ce qu'a dit Yann que dans ce qu'a dit Kissou, dans ce qu'a dit Claire, on peut avoir des descriptions, Claire, tu en parlais pour l'image, on peut avoir des descriptions techniquement précises de ce qu'on est en train de faire, un flou ici ou un cadrage là. Alors, je n'ai pas le vocabulaire des arts visuels, mais tu en parlais avec cette précision-là. On peut savoir précisément sur quelle dimension on est en train d'agir. Et ce sont des dimensions ou des variables au moins qui ne sont pas données à l'avance, c'est nous qui choisissons. Je vais agir sur la taille de l'image, ou sur le flou de cette image-là, ou sur la couleur, ou je vais agir sur la densité des grains sonores, ou sur la spatialisation, ou sur l'organisation de l'espace. Toutes ces variables artistiques-là, d'abord, elles n'existent pas en elles-mêmes, c'est nous qui choisissons de faire un découpage de notre expérience sensorielle et de nos outils techniques dans cette direction-là, et de mettre en avant que sur cette variable-là, j'opère. Je fais des choix de valeurs, de gestes, de modifications de ces variables-là. On peut avoir, évidemment, on a autant de variables artistiques que l'on veut. On peut les classer, les regrouper, certaines qui sont dépendantes les unes des autres, d'autres qui sont indépendantes, et on organise avec ça tout un espace de variables, un espace opératoire dans lequel on travaille effectivement. C'est quelque chose qui, décrit comme cela, peut sembler absolument naturel pour n'importe qui aurait fait de la création artistique, et c'est naturel, on fait ce genre de choix constamment. La question est bien dans le vocabulaire, de quelle manière est-ce que je peux rendre explicite
clair, aussi précis que possible, les choix que je suis en train de faire. On doit en permanence donc se poser la question de la traduction de notre vocabulaire en termes et en formes qui soient en quelque sorte compréhensibles pour une discipline scientifique. Donc si on veut dialoguer avec les sciences, c'est nous en tant qu'artistes, c'est à nous que revient l'effort d'adapter notre vocabulaire à une compréhensibilité, si on veut, à une compréhension du vocabulaire scientifique. Parce que c'est notre vocabulaire qui, parce qu'il est flou, est plus riche en ce sens-là, est plus à même d'inclure des connotations diverses, des sous-entendus, des informations cachées, des liens entre des variables, des dépendances de variables qui pourraient ne pas être vues. Donc c'est dans cette explicitation-là que devient intéressant le travail. Et incidemment, ça nous fait aussi réfléchir d'une autre manière sur notre propre pratique artistique, de séparer, mettre en évidence toutes les dimensions sur lesquelles on opère, toutes les variables qui sont opérables, tout l'aspect opératoire de notre travail. Donc, on doit en permanence se poser cette question-là de la traduction de notre vocabulaire, ou disons de l'analyse de notre vocabulaire en des termes plus scientifiquement compréhensibles, si on veut, tout en n'en perdant pas la complexité, la richesse. Ça veut dire maintenir des niveaux de complexité ou des niveaux d'organisation de ces opérations-là, de manière à pouvoir retrouver ou à ne pas perdre de vue toute la complexité qu'on avait dès le début de ces expériences sensorielles, esthétiques, intellectuelles, de ces intuitions qui sont derrière les choix que l'on fait. Ça passe donc par une attention à nos opérations d'écoute, à nos opérations de regard, à nos opérations d'observation de nos propres gestes, les opérations d'écriture aussi, évidemment, comment et qu'est-ce que l'on fixe, qu'est-ce que l'on garde d'une expérience de préparation ou des expériences de préparation lorsque on est en train de présenter, nos opérations d'interprétation, c'est-à-dire étant donné des instructions, étant donné des suggestions, qu'est-ce que je fais de ces suggestions-là pour effectivement réaliser le geste. Donc, Kitsu, tu es chorégraphe et c'est pas toi qui danses, donc tu donnes il y a interprétation. Et à chacun de ces passages-là, il y a des décisions qui sont prises, qui s'appuient sur une expérience préalable, qui s'appuient sur des codes, qui s'appuient sur des contraintes. Notre attention, je soutiens, doit donc se porter, pour dialoguer avec les sciences, sur les opérations qui sont en jeu là-dedans. Quelles décisions on prend, sur quoi précisément on est en train d'agir. C'est intéressant d'amener là-dedans tous les outils techniques que l'on a, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée par exemple, dont on vient de parler ici, parce que ces outils-là peuvent être mis très directement au service d'abord de la construction du sens, même indépendamment du dialogue avec les sciences. On est en train d'utiliser des outils pour enrichir nos propres manières artistiques de construire du sens. Ils nous servent à organiser de nouvelles expériences. Je peux avoir des sensations nouvelles grâce à un outil technique. Et outil technique, ça peut être l'avion qui fait la parabole, ça peut être une tablette que je mets devant moi et avec elle je vois autre chose que ce qui était projeté devant moi ou une modification de cela. Et elles nous permettent de dépasser certaines contraintes qu'on peut avoir, par exemple des contraintes géométriques. Si je regarde quelqu'un de devant, je ne vois que le visage de cette personne, mais si en même temps il y a une caméra derrière cette personne et j'ai un écran devant moi qui me projette cette image-là, je peux voir à la fois une personne de face et de dos. Et ça, c'est une expérience, c'est une géométrie qu'on n'a pas, donc on est en train de dépasser une contrainte spatiale. Ces exemples sont tout bêtes, mais ils sont fertiles et je les extrais d'expériences déjà faites. Un grand avantage qu'ont ces outils, ces technologies-là, c'est que on peut très aisément avec eux séparer ou expliciter sur quelle variable on est en train d'agir.
La variable, c'est le positionnement de la caméra. La variable, c'est la position ou la clarté ou la brillance de l'écran, etc. On peut profiter énormément de la flexibilité de ces outils pour à la fois enrichir, en quelque sorte, en utilisant notre intuition, ce qui veut dire un vocabulaire volontairement flou et expressif en ce sens, ces outils-là, et profiter de leur précision technique pour dire, bon voilà, j'ai fait ceci sans forcément réfléchir à quelle manette je tirais ou quelle variable, quel potentiomètre je bougeais. Et une fois que je l'ai fait, je peux aller voir, ah, je suis en train de bouger ce potentiomètre-là, ce potentiomètre-là. Une fois que je fais ça, il devient beaucoup plus aisé d'établir des rapports, ou d'essayer au moins d'établir des rapports entre ces mouvements de variables-là, ces actions précises sur telle ou telle variable, avec d'autres actions très précises sur d'autres variables, avec d'autres outils dans d'autres domaines, d'autres sciences, et ainsi de suite. Le travail est très concret avec des capteurs, par exemple, un capteur de mouvement qui va capter une flexion ici. Bon, je sais que je suis en train de capter ou d'agir sur telle variable, je vais créer des liens entre ces variables pour exprimer ce qui se passe en termes de ressenti, ou essayer d'exprimer ce qui se passe en termes de ressenti, en termes de codification du geste, et ainsi de suite. Et puis finalement, pour arriver à ce que je visais au tout début, est-ce qu'il peut y avoir une contribution des sciences de l'art aux sciences tout court, dites sciences? Oui, de plusieurs façons. On a déjà vu historiquement des contributions technologiques faites par les arts aux sciences. Le simple fait qu'une certaine technologie soit employée par les arts et développée ou approfondie ou améliorée pour un emploi artistique peut être récupérée par les sciences. On le voit dans le domaine des communications, de la synthèse sonore. Voilà, exactement. Ben oui, voilà, exactement. On a des coordonnées cartésiennes en musique bien avant Descartes. Voilà. Donc, à travers la technologie ou à travers la notation, à travers certaines idées. Mais on peut aussi aller plus loin que cela. Plus précisément, on pensera et on s'exprimera sur l'expérience artistique. Et plus précisément, on pourra contribuer, par exemple, mais pas seulement, au domaine des sciences cognitives, puisqu'il s'agit bien là d'un domaine qui veut explorer, formaliser les manières de comprendre, je simplifie les sciences cognitives, bon, mais les manières de comprendre, de faire sens, de donner du sens à toutes nos expériences sensorielles, intellectuelles, neurologiques, et ainsi de suite. Il est intéressant de prendre, je terminerai là-dessus parce que je pense que c'est à peu près l'heure, on peut prendre comme point de repère une phrase de Richard Feynman, physicien, précis s'il en est dans son vocabulaire, qui dit dans une conférence, quand on pense précisément à quelque chose, on est en train de faire une contribution à la connaissance de qu'est-ce que ça veut dire de penser précisément sur les choses en général. Je ne vous redis pas en anglais l'original, mais bon, c'est ce qu'il dit. Donc, et il dit ça pour justifier, disons, dans sa conférence, pour dire pourquoi il est intéressant de parler aux mathématiciens, qui n'ont rien à voir avec la physique, qui n'ont pas de contraintes matérielles dans leur science. Mais ça s'applique tout à fait à une discipline artistique qui a, elle, plein de contraintes matérielles, mais qui a beaucoup moins de contraintes vocabulaires, de contraintes conceptuelles, ou de contraintes de définition. Ça ne nous empêche pas d'être, comme artistes, extrêmement précis dans notre réflexion, et comme pour les mathématiciens, d'être précis sur notre réflexion, sur notre propre discipline, est une contribution à la précision de la réflexion en général. Et ce ne sont pas des scientifiques, des cognitivistes, ou des biologues, des biologistes ou des astrophysiciens qui vont pouvoir organiser notre discours sur notre propre discipline artistique. C'est encore une fois à nous de le faire, de prendre toute cette richesse, cette complexité et ce flou de notre vocabulaire et de le rendre opératoire, de le rendre concrètement manipulable. Voilà, je pense que j'ai rempli le temps qui m'était accordé. Je ne sais pas si on a... Normalement, c'est l'heure de la pause.
ou s'il y a des questions là-dessus. Merci en tout cas pour votre attention. Il y a le micro qui est de quelque part. Bien sûr, c'est plus facile. Merci. Pascal Martin, professeur d'université à Louis Lumière, et j'enseigne plus particulièrement l'optique en photo-cinéma. J'ai travaillé assez longtemps sur la quantification du flou, donc vous doutez que j'ai bu un peu vos paroles. Bon, c'est plus un commentaire pour dire à quel point je suis vraiment d'accord avec vous, la façon dont vous avez présenté les choses, et d'autant plus ravi que j'ai retrouvé, alors qu'il a été décrié par un moment, en fait, le travail d'Abraham Molls. Vous êtes vraiment dans cette logique-là. Vous êtes un Mollsien en fait complètement. Vous êtes complètement, je sais pas, mais oui. Voilà. Et oui, j'assume. Vous assumez, mais je pense que vous pouvez. C'est un plaisir parce que on a considéré que bon, maintenant c'était un peu dépassé. Je pense pas que ce soit dépassé. Et Jean Devez d'ailleurs, qui est l'un des grands profondeurs des SIC en France, des sciences de l'information et de la communication, disait d'Abraham Moll un exceptionnaire passeur transdisciplinaire. Et là, je crois que vous êtes vraiment dans cette logique-là. Et cette interaction, je pense qu'elle doit se faire quand même entre, d'une part, les scientifiques et d'autre part, les esthéticiens ou d'autre part, les gens qui... c'est un langage permanent. Et j'avais l'impression, en fait, en vous écoutant, qu'on retrouvait un peu, finalement, dans le domaine des sciences un peu évoluées, un peu compliquées, on retrouve un peu un esprit de la physique quantique. Je ne sais pas si on n'est pas dans cette logique-là aussi. C'est-à-dire que finalement, toute intervention du regardeur, toute intervention à un instant T de l'expérimentation, voire le chat de Schrödinger à la limite, quoi. Pourquoi pas, un instant T, le fait d'être sur d'avoir un sentiment sur un événement, sur une expérience, influe l'expérience elle-même. Donc, comment on la quantifie ? C'est ce à quoi j'ai pensé. Première, j'ai pensé à Molls d'abord, et puis après, je me suis posé la question si finalement, il n'y avait pas cette interactivité-là, au niveau scientifique. Alors, je suis toujours très, très méfiant des comparaisons avec la mécanique quantique, avec la physique quantique. Parce que je connais évidemment très, très peu la physique quantique. Moi aussi. J'estime en connaître juste assez pour savoir qu'il faut me taire tout de suite. Donc, pour savoir que c'est très facile de dire des bêtises. C'est pour ça que je vous pose la question, justement. Alors, pour voir s'il n'y a pas une relation, si finalement, c'est pas ça ce qu'on essaie d'expliquer quelque part. Est-ce qu'on peut pas tisser un parallèle entre les deux ? Pour moi, non. Pour moi, ce serait un parallèle un peu artificiel. C'est-à-dire, on serait en train de simplifier certains enjeux de la mécanique quantique de façon un peu trop radicale. On en perdrait l'intérêt. C'est-à-dire le fait que... parce que ce qui est en jeu dans la mécanique quantique, là, le fait que l'observation change le résultat, on a des expérimentations très concrètes qui nous donnent ça. Ça ne veut pas dire que j'observe quelque chose et cette chose change. C'est juste que j'envoie un électron sur deux tranches et il passe. Et je ne sais pas par laquelle il passe. Et si j'essaie de découvrir, il passe par qu'une des deux. Et si je n'essaye pas, il passe par les deux en même temps. C'est dans des cas très très particuliers et très précis. C'est pas un truc général. Donc je pense que dire lorsque j'ai un ressenti ou lorsque j'essaye d'interagir avec mon expérience artistique, ça change. Et donc c'est comme pour la mécanique quantique. Je pense qu'il vaudrait mieux voir ça du côté du langage et du vocabulaire. Donc, en ce sens-là, je suis peut-être mollien, mais je suis plus wittgensteinien encore que mécanique quantique. Mais j'aime beaucoup la mécanique quantique. Mais parce que c'est une question de langage. Avoir de langage et de tout ce qu'il y a autour du langage, ce qui n'est pas dit par le langage, mais qui a une influence directe sur la construction du sens. Donc, je ne dis pas simplement « voici une chaise », je fais un geste. Il voici une chaise. Et c'est avec le geste que le sens est complété. Voilà. Sans le geste, je dis voici une chaise, on ne sait pas laquelle. Avec le geste, on sait. Et le geste tout seul contient déjà quelque chose. Bon. Dans le cas d'un ressenti esthétique, disons, prenons un exemple concret. J'écoute une œuvre de musique. J'écoute la symphonie de Berio, par exemple, ou n'importe quoi. Je prends la symphonie de Berio parce que je sais qu'il y a des citations dedans. Et je l'écoute pour la première fois et je n'ai jamais écouté
aucune des œuvres que Berriot a citées dedans. J'ai une expérience esthétique avec cette œuvre-là. Quand je découvre que Berriot a cité plein de monde là-dedans et que je réécoute ça en ayant entendu ces autres œuvres, je modifie mon expérience esthétique de cette œuvre-là. J'ai eu accès à autre chose et le même phénomène à mes oreilles prend un autre sens. Je ne pense pas que ça soit comparable avec... Non, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, mais c'est bien ça. J'ai eu un autre ressenti par ailleurs, où simplement j'ai porté mon écoute quelque part d'autre dans la pièce, où j'écoute les Klavierstücke de Stockhausen, et je fais attention à quelles notes s'enchaînent. Et puis après, j'écoute de nouveau en faisant attention à la résonance du piano. Et c'est complètement différent. Je soutiens qu'il est plutôt question de vocabulaire et d'opération d'écoute. Quelle hiérarchisation je fais, ou quel décodage, si on veut, ou quel encodage je fais des sensations qui m'arrivent, plutôt qu'une modification du phénomène lui-même, ou une modification de mes capacités à lire le phénomène lui-même, quelle que soit l'interprétation, du coup, pour la mécanique quantique qu'on puisse lui donner. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu méfiant. Je pense que ce serait simplificateur, en fait, de dire que c'est comme pour le chat de Schrödinger, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, avant d'aller l'observer. Non. Dans le corps infini, moi je m'interrogeais, parce que par exemple, la place du spectateur dans la salle, oui. S'il est dans la salle ou s'il n'est pas dans la salle, est-ce que les danseurs dansent de la même façon ? Mais ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, ça. C'est le fait d'avoir un élément qui peut, à un moment donné, dans l'expérimentation, induire une façon dont il est perçu. C'est pour ça. Alors, il y a deux choses. Est-ce que la présence des spectateurs dans la salle induit la façon dont l'événement est perçu, ou est-ce que ça change l'événement en soi ? Et je pense que c'est plutôt la deuxième chose. C'est pas que l'événement va être perçu différemment, mais c'est un autre événement, carrément. Donc la question de la perception ou de la mesure ne se pose pas. Et puis, deuxièmement, justement, comme on vient de voir pour la musique, le même phénomène, exactement le même phénomène, là-dessus je vous rejoins, peut être perçu de manière différente pour des raisons qui sont en dehors du contrôle de ceux qui ont écrit le phénomène, qui ont donné à percevoir cela. Encore une fois, rien à voir avec la mécanique quantique. Pour la mécanique quantique, c'est une question de mesure, et ce sont des comportements différents. Ce sont des choses différentes qui se passent, que je mesure ou que je ne mesure pas, ou en tout cas, jusqu'où je peux mesurer. Et là vient encore un problème d'épistémologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est construire du sens pour la physique ? Il faut que je puisse prendre des mesures, que j'ai bien définies, qu'est-ce que je suis en train de mesurer, donc je mesure, ici, il y a un détecteur d'électrons, là, ce sont des mesures. Il y a un truc qui s'allume ou qui fait plic ou qui ne fait pas plic. Dans la compréhension ou la perception d'un phénomène, d'une œuvre artistique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et de vouloir réduire ça à quelque chose qui a été mesuré ou pas, une mesure, je pense que ce n'est pas forcément utile. D'accord, mais merci pour votre réponse. Sur la question que vous posiez, c'est-à-dire de dire, mais et les artistes sur la scène, est-ce que s'il y a des spectateurs, ça change ? Alors, c'est intéressant comme remarque, parce qu'en fait, il faut qu'on arrive justement à sortir de l'image qu'on a. Moi, je suis spécialiste du cerveau, par exemple, et le cerveau, dans les livres d'anatomie, il est présenté comme un organe isolé. Mais si vous regardez l'enfant, par exemple, il ne peut pas se développer s'il n'a pas un environnement social. Donc là, le cerveau, c'est un truc qui met en permanence avec l'extérieur, en contact avec l'extérieur. La cognition, la connaissance se développe par les interactions. C'est pas des structures qui sont isolées. On n'envoie pas des signaux quand on parle dans le vide. On les envoie vers quelqu'un. Donc on s'attend à un retour. Donc pour moi, la réponse, elle est évidente, si vous voulez. Mais pour ça, il faut sortir des représentations des physiciens et des mathématiciens qui sont catastrophiques. Parce que, justement, ils chosifient des structures qui sont interactives. Le physicien s'occupe de l'inerte, il s'en contrefiche des interactions. Vous voyez ? Non, ça dépend, attention. Attention. Et puis,
ne jetons pas les physiciens par la fenêtre avec la chosification. Et puis, on pourrait dire aussi... Sur des modèles différents. Attention. Voilà, un frein à la connaissance, c'est beaucoup trop fort. On ne peut pas vraiment dire ça. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est ce modèle-là, ou cette manière de considérer des variables indépendantes-là, dans ce domaine, où c'est très utile, ne sert pas dans ce domaine-ci. Vous nous avez fait une présentation Oui. qui était revenue de façon récurrente, l'idée de sensation, Oui. de ressenti, etc. Oui. Est-ce qu'un physicien s'occupe de ressenti? Non, il s'occupe de l'inerte. Oui. Donc ça ne l'intéresse pas, ça. Oui, mais ça n'a pas à l'intéresser. Ça n'a pas à l'intéresser, c'est pas son objet d'étude. Je vous donne un exemple. On prend des modèles, on prend par exemple la flèche du temps. Oui. Vous voyez, la flèche du temps, on explique tout en physiologie avec la flèche du temps. Vous savez très bien que quelqu'un qui est sur scène, il est dans le passé, dans le futur, dans le présent. Donc la flèche du temps, elle ne tient plus. Quand on attrape un objet, on prédit ce qui va se passer sur le base du passé. Donc c'est pour moi un frein à la connaissance pour expliquer ces problèmes de ressenti. Non, j'insiste, non, pas du tout. Le frein à la connaissance, c'est de ne pas appliquer les modèles comme il faut là où ils ont été, là, pour ce vers quoi ils ont été construits. Je inventer une autre échelle du temps. Pas la flèche du temps, pas le Big Bang du physicien, comme si la vie commençait à un instant T0 ou les sensations commençaient à un T0. C'est faux. Mais non, c'est pas faux. La preuve. Ah. Je vais lâcher ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis déjà dans le passé, là, quand vous me montrez quelque chose comme ça. Ben non. Mais si, j'attends ce qui va se passer. Donc vous êtes dans le futur aussi. Je prédis ce qui va se passer. Donc vous êtes dans le futur aussi. Et nous sommes dans le présent. Mais je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. Les modèles scientifiques, beaucoup de modèles scientifiques, et les modèles scientifiques de la neurophysiologie aussi, ils sont volontairement réducteurs. Et pour une très bonne raison, c'est parce que leur efficacité dépend de cela. Et on fait des réductions parce que on fait autant de réductions que l'on veut, beaucoup ou peu, pour pouvoir bien encadrer notre objet d'étude. Donc, réduire le passage du temps à un truc unidirectionnel depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, c'est super utile parce que ça nous permet effectivement de construire de la connaissance là-dessus et de comprendre plein de choses, de faire des prédictions, et c'est très bien. Est-ce que c'est ça qui doit servir? La connaissance, comme s'il n'y avait que l'homme qui avait de la connaissance. Les animaux, ils ont de la connaissance. Je dispute pas ça, et je suis absolument pas en train de dire qu'il y a une seule manière de connaître les choses, même pour les êtres humains. D'abord, là, nous sommes, autant que je puisse en juger, entre êtres humains. Donc, essentiellement, et nous parlons d'activité humaine, de création artistique. Essentiellement, je m'intéresse à la production de connaissances par des êtres humains, pour des êtres humains. Je n'exclus pas l'intérêt de connaître d'autres manières de construire des connaissances. Mais de toute façon, je ne pourrais connaître ça que comme un être humain connaît, parce que je ne pense pas que je pourrais être autre chose. Vous faites un club à part? Des êtres humains? Oui. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai qu'un cerveau, et c'est un cerveau humain. Je ne peux pas connaître... Il y a beaucoup d'animal dans votre cerveau, en tout cas. Hein. Mais comment beaucoup d'animal? Il n'y a que de l'animal dans mon cerveau. Je suis un animal, il n'y a pas autre chose. Mais je n'ai qu'un seul cerveau, et il est suffisamment ressemblant à ceux qui sont ici pour qu'on puisse dire, et pas que le cerveau d'ailleurs, pour qu'on puisse dire nous sommes tous de la même espèce, voilà, on a... autrement dit, je simplifie. Je ne peux pas comprendre quoi que ce soit autrement que comme un être humain. Et je ne crois pas que quiconque ici puisse comprendre quoi que ce soit autrement que comme un être humain. Donc, ça n'est pas, ça n'est pas inutile de réfléchir sur comment les êtres humains comprennent et comment les êtres humains construisent du sens. OK. Alors, oui. On va peut-être vous interrompre parce que sinon c'est vaste. On va avoir une table ronde en fin de journée. C'est vrai. Et à ce moment-là, on reprendra tous ces points. Mais en tout cas, la journée démarre avec beaucoup d'excitation. Et ça, merci de m'interrompre parce que sinon je m'emballe. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Oui. 5 minutes à réduire. OK. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet enthousiasme de tous les côtés.